C'est un drame qui a marqué la France, la pire catastrophe aérienne qu'ait connue notre pays, le crash du vol Rio-Paris, c'était en 2009. 228 personnes sont décédées au total, dont 72 Français. Une blessure encore ouverte alors que démarre aujourd'hui le procès en appel de la compagnie Air France et du constructeur Airbus, jugé pour homicides involontaires. On va en parler avec nos invités que je vous présente sur ce plateau. Corinne Soulas était avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes la maman de Caroline qui est décédée dans ce crash et votre gendre également, Sébastien. Sébastien, je crois qu'il aurait eu 50 ans aujourd'hui. Tout à fait. Caroline, elle aurait eu 40 ans cette année. Vous êtes également membre de l'association Entraide et Solidarité AF 447. C'était le nom de ce vol Rio-Paris. Audrey Goutard est aussi sur ce plateau. Bonjour Audrey. Bonjour. Journaliste spécialiste des faits de société. Et on est connecté avec Caroline Bruno, rédactrice en chef adjointe d'Aérospatium. Merci de nous accompagner. Avant de toutes vous entendre, si vous le voulez bien, on va revenir sur les faits, sur ce crash donc survenu il y a 16 ans. Quelques heures après avoir décollé de Rio, l'avion s'est écrasé dans l'Atlantique. Retour sur les faits avec Elliot Samuel. La dérive d'un avion Air France rapatrié au large des côtes brésiliennes après avoir été retrouvé en plein milieu de l'Atlantique. Nous sommes en juin 2009. Des premiers débris de cet Airbus A330 sont localisés et confirment que le vol Rio-Paris du 1er juin s'est bien abîmé en mer. À bord, 216 passagers et 12 membres d'équipage. 2 ans de recherche ensuite pour retrouver finalement l'épave de l'avion. Les boîtes noires sont localisées et permettent de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. 3h30 après son départ, le vol AF 447 s'enfonce dans un orage au-dessus de l'Atlantique. Les sondes pitot qui calculent la vitesse de l'appareil sont givrées. Les informations sur le tableau de bord sont erronées. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Tu comprends ou pas ce qui se passe? J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. On a tout perdu. Le contrôle de l'avion, on ne comprend rien. L'appareil est en fait en décrochage et s'écrase en mer après une chute de 3 minutes et 30 secondes. Très progressivement, l'avion va s'enfoncer, mais tellement doucement, tellement progressivement qu'il n'y a pas de sentiment de chute. Depuis, les proches des victimes se battent pour faire condamner pénalement Air France et Airbus. La compagnie aérienne est poursuivie pour ne pas avoir mis en œuvre une formation de pilote adaptée à une situation comme celle-ci. Le constructeur, lui, est mis en cause pour avoir sous-estimé la gravité des défaillances des sondes. Mais le 17 avril 2023, Airbus et Air France sont relaxés sur le plan pénal, même si le tribunal correctionnel de Paris reconnaît leur responsabilité civile. On y croyait tous. Et puis, malheureusement, on revient, redouille. Nos morts sont vraiment morts, là, une deuxième fois, vous voyez. Les 2 groupes risquent jusqu'à 225 000 € d'amende. Corinne Soulas, ce procès en appel, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Il s'ouvre aujourd'hui. Eh bien, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que la justice sera peut-être enfin rendue pour rendre responsables et coupables les 2 protagonismes, c'est-à-dire Air France et Airbus. Nous avons été choqués au moment du verdict, quand le non-lieu a été prononcé. Comment peut-on considérer qu'un non-lieu soit prononcé quand il y a 228 victimes qui ont disparu, sans compter les dommages collatéraux? C'est insupportable, c'est écœurant, et on espère que ce nouveau procès donnera enfin une justice fiable et celle que l'on attend, à savoir une responsabilité. On se rappelle de l'émotion pour les familles des victimes lors du premier procès et notamment, vous le disiez, au moment du verdict. Comment vous abordez celui-ci? Est-ce que vous craignez que ce soit encore plus difficile que le premier, justement? Je ne pense pas que ça sera plus difficile parce qu'on a déjà vécu le premier procès nous a déjà appris en fait la manière dont ça se passait, donc la découverte n'est plus la même. En ce qui me concerne, moi, je ne pense pas que j'assisterai à toutes les séances parce qu'il y a beaucoup de techniques et c'est très compliqué à suivre. Les moments d'émotion sont ceux des témoignages, ce sont ceux de la médecine légale malheureusement, et surtout l'écoute des boîtes noires qui nous a transportés donc au moment du drame et qui nous a un petit peu déstabilisés. En ce qui me concerne, j'ai été complètement déstabilisée. Il y a beaucoup moins de parties civiles pour ce procès en appel, 281 contre 489 pour le procès en première instance. Comment vous l'expliquez, ça ? Je explique qu'il y a 16 ans qui se sont déroulés et pendant ces 16 ans, il y a des gens qui sont décédés. Il y en a d'autres qui ont fait une impasse en fait pour vivre une autre vie sans oublier le passé,
mais essayer de vivre une vie normale sans s'accrocher en fait à ce drame qui perturbe. Moi, je veux dire, le passé, enfin, les années qui sont passées nous permettent d'atténuer la douleur, mais d'en parler, on a des émotions. Maintenant, moi, j'ai commencé un processus, je veux le continuer, et ceci en hommage à ma fille. Je ne peux pas considérer que ma fille ait disparu pour rien et qu'on n'ait pas de responsabilité avérée par rapport à ça. Et ce processus, il passe par la justice notamment. Exactement. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Procès en appel qui va s'ouvrir dans quelques heures. Audrey, qu'est-ce qu'on reproche très précisément à Air France et à Airbus dans cette affaire? Ils sont poursuivis pour homicide involontaire. Alors, ils étaient poursuivis pour homicide involontaire, ils ont été relaxés pénalement, c'est-à-dire que le tribunal a considéré finalement que oui, il y a eu des erreurs, mais que ces erreurs n'auraient pas été la raison de ce terrible incident. Et que oui, effectivement, ils sont responsables, mais ils ne sont pas coupables. Cette fameuse phrase « responsable mais pas coupable ». Donc, civilement, ils ont une vraie responsabilité, mais pénalement, ils ne peuvent pas être coupables, a dit la Cour. Mais je vous rappelle, le parquet général a fait appel. Il y a quand même 200, dont vous, madame, 200 familles de victimes, 280 familles de victimes qui aussi considèrent que eh bien, il y a quand même une responsabilité. Parce que ce que disent vos avocats, c'est que si il n'y avait pas eu ce fameux problème de sonde pitot, les sondes pitot, c'est des petites sondes qui sont à l'extérieur de l'avion. Ouais, on y reviendra. Voilà, vous en reviendrez. S'il n'y avait pas eu ce problème à l'origine de tout, eh bien, effectivement, les pilotes n'auraient pas eu à gérer, cette situation, puisque je vous rappelle que toute la défense d'Airbus et d'Air France est basée sur une responsabilité des pilotes qui n'auraient pas appliqué les bons process pour effectivement éviter ce crash absolument terrible. Caroline Bruno, justement, cette question des fameuses sondes de vitesse pitot, est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs à quoi ça sert ça ? Alors quand on est dans un avion, on n'a pas de référentiel autre que le vent qui arrive sur l'avion. Et les procédures et les règles qui étaient appliquées à l'époque, c'était d'avoir 2 sondes à l'avant de l'appareil, dans le nez de l'appareil, de telle sorte à ce qu'on puisse connaître la vitesse, l'altitude en permanence. Ça, il se trouve que le constructeur et la compagnie ont appliqué simplement les règles qui étaient celles du secteur à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que tous les accidents font progresser la connaissance des problèmes et donc permettent aussi, grâce au rapport par exemple du BEPA, de changer les procédures. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on a mis 3 sondes, on en met une notamment le moteur de l'avion de telle sorte qu'elle ne puisse pas geler. On a également imposé à ce que les sondes installées soient de constructeurs différents, de telle sorte à ce que le même problème ne puisse pas toucher toutes les sondes en même temps. Et on le fait de telle sorte qu'il n'y ait plus ce problème d'altitude et ce problème de vitesse. Oui, que les informations données soient bonnes. Parce qu'on rappelle, et vous nous dites là, du coup, ça a progressé sur cette question des sondes, mais ce qu'on rappelle quand même, c'est que la problématique initiale, c'est que ces sondes-là, sur le vol dont on parle Rio-Paris, elles ont givré à un moment, elles ne fonctionnaient plus, il n'y avait plus d'informations de vitesse pour les pilotes, et c'est à ce moment-là qu'ils ont dû prendre en main, finalement, manuellement l'avion, et que tout c'est compliqué, en fait. C'est ça qui s'est passé. À un moment, ils étaient tout seuls, ils n'avaient plus rien pour les guider. Alors, les sondes ont givré, ça arrive. Normalement, il y a d'autres systèmes de redondance. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu aussi le fait que les pilotes venaient de changer. Donc, ils avaient eux-mêmes perdu un petit peu le référentiel par rapport auquel ils volaient. Il se trouve également qu'ils avaient de mauvaises informations d'altitude. Ils avaient également, à ce moment-là, aucune visibilité puisqu'ils étaient dans le noir le plus complet. Donc, ils ne se sont pas rendus compte de ce qui s'est passé. Mais on a appris de cet accident, parce qu'une tragédie, quand elle se produit, si on n'en apprend rien, c'est une deuxième tragédie. Aujourd'hui, énormément de choses ont changé. Mais il faut bien voir, et ça peut être extrêmement difficile à comprendre pour les familles des victimes, évidemment, et pour tout le monde, qu'au moment où ça s'est produit, l'avion respectait les règles qui étaient celles qui étaient imposées. Et c'est là qu'il y a une vraie difficulté. Elles n'étaient pas suffisantes, on le sait aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, en fait, toute la question aujourd'hui de ce procès. C'est est-ce que ces règles étaient suffisantes ou pas? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de formation? Audrey, vous vouliez réagir, et ensuite Corinne Soulas. Alors, effectivement, Caroline Bruno donne ce qui est aujourd'hui, ce qui a progressé aujourd'hui. C'est vrai que lorsqu'on a retrouvé l'épave 2 ans après les faits et qu'il a été clairement établi
grâce à la boîte noire, que les sondes Pitot étaient à l'origine, si vous voulez, de cette défaillance majeure qui aboutit à cet incident, eh bien, les sondes Pitot, vous l'avez compris, ont été au centre de toute la problématique, au centre de ce dossier. Et ce qui est apparu aussi, c'est que depuis 2009 que ces sondes Pitot étaient installées sur les avions Airbus, il y avait eu plusieurs incidents. Il y a eu une dizaine d'incidents de givrage de ces sondes. Donc, ce qui est reproché à Airbus, c'est de ne pas avoir suffisamment informé Air France, en l'occurrence, et les différents avionneurs, qu'il y avait des problèmes sur ces sondes et de ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour pouvoir permettre qu'il y ait moins d'incidents et puis aussi qu'il y ait une meilleure information et une meilleure formation des pilotes. Et ce qui est reproché aujourd'hui à Air France, c'est de ne pas avoir su anticiper la formation des pilotes et de s'être retrouvé avec des pilotes qui étaient effectivement, qui n'avaient pas eu peut-être les bonnes réponses, en tout cas c'est ce que dit Air France, qui n'avaient pas eu les bonnes réponses au moment de l'incident. C'est ça, Corinne Soulas, aujourd'hui que les parties civiles, les familles de victimes, comme vous voulez souligner. Air France avait connaissance de certaines défaillances, ils auraient dû faire plus pour que ça n'arrive plus, et Airbus et Air France auraient dû mieux former. Oui, c'est tout à fait ça. Airbus, normalement, Air France aurait dû normalement changer les sondes Pitot après le retour de l'avion, puisque c'était prévu. Malheureusement, donc, c'est arrivé trop tard. Quant à Airbus, son avion était soi-disant, donc, pas insubmersible, mais comment dit-on, il ne pouvait pas décrocher. Donc, et puis, il y a un crash, en fait, qui survient en haute altitude. Il n'y avait pas de formation qui était dédiée aux pilotes à ce moment-là. Donc, on considère que Air France a manqué, en fait, comment dirais-je, à ses responsabilités, en fait. Voilà, tout à fait. De formation. Quand vous entendez dire, et parce que c'est le cas, c'est vrai que depuis ce crash qui a marqué la France et les compagnies aériennes françaises, il y a eu des changements qui ont été faits, de dire, on a tiré des leçons de cela. Heureusement, c'est ça que vous dites ? Heureusement qu'il y a quand même, j'allais dire, quelque chose de positif. Hein, si je peux avec des grosses guillemets, oui, bien sûr. Un retour d'expérience qui fait qu'on espère que ça ne se reproduira plus. C'est la formule clé qu'on utilise toujours dans ce genre de situation. Mais c'était important que les choses soient dites. Donc, si on considère que la sécurité a été améliorée, c'est qu'elle était manquante au départ. Voilà. Donc c'est aussi un problème qu'on met à plat. Et en plus, ce qui a été reproché, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'accident et la réaction des pilotes. Et c'est ce lien de causalité qui va essayer d'être démontré cette fois-ci au second procès. Donc si je le dis de façon triviale, Audrey, la justice en appel là, va devoir trancher. Est-ce que c'est à cause de l'erreur technique, ce givrage, qui a eu le crash? Est-ce que c'est l'erreur humaine ou est-ce que c'est un mélange des deux, en fait? C'est ça, en quelque sorte, qui va se jouer? Je dirais que c'est toute la problématique de ce procès. C'est plus nuancé que ça encore, même si vous donnez les trois gros points, mais le fait que ce soit qu'à l'origine de tout, ce soit un dysfonctionnement des sondes Pitot, là, plus personne... OK, ça c'est acté. Checké, voilà, c'est acté. Après, est-ce que la mauvaise réaction des pilotes a une raison personnelle, c'est-à-dire qu'ils ont mal travaillé en équipe, comme le dit Air France, ils n'ont pas su... pourquoi n'ont-ils pas su fonctionner ensemble et trouver la solution ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas pu trouver la solution? Et ils n'auraient jamais pu trouver la solution de toute façon, parce que Air France ne les avait pas formés, parce que Airbus n'avait pas su démontrer qu'il y avait, mieux parler, mieux analyser la dizaine ou vingtaine d'incidents qu'il y avait eu sur ces fameuses sondes Pitot et informer l'ensemble des avionneurs pour leur dire attention, il y a un gros problème, formez mieux vos pilotes. Est-ce que si vous voulez, il y a le manque de réactivité d'Airbus et d'Air France n'a pas causé le manque de travail en équipe des pilotes qui a abouti à ce drame aussi. Mais bon, à l'origine de tout, c'est ces fameuses sondes Pitot quand même. Qui ont givré. Caroline Bruno, au-delà du drame du vol Rio-Paris, dont on sait que c'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire des compagnies aériennes françaises, ces dernières années, et j'aimerais avoir votre sentiment, votre analyse là-dessus, on a vu beaucoup de problèmes de matériel dans l'aviation civile. On pense notamment à Boeing, mais pas que. Et ça interroge forcément, ça continue d'interroger sur la sécurisation de ces vols. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est suffisante? Qui la régit? Par quoi elle est régie? Alors, la sécurité, c'est la
préoccupation principale de toutes les personnes qui travaillent dans l'aéronautique. Un accident, c'est une catastrophe pour absolument tout le secteur. Donc, on essaye de les éviter au maximum. Il y a 2 choses principales. La première, c'est la certification. Ce sont des processus extrêmement complexes, extrêmement difficiles, qui sont imposés par des autorités aériennes. Alors, typiquement la FAA et l'EASA, qui sont les 2 grandes agences dans le monde, américaines et européennes. Et chaque élément de l'avion est certifié. Même la façon dont on fabrique les avions est certifiée. C'est la raison pour laquelle c'est très compliqué de faire un avion et les innovations se font petit bout par petit bout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment celle qui concerne la formation des pilotes. C'est là-dessus que Boeing, en réalité, a eu un problème. Boeing a menti. On peut le rapprocher un petit peu de ce qu'on venait de dire sur la formation des pilotes pour Air France. Boeing a menti. Elle a menti sur certaines caractéristiques de son avion. Les pilotes n'ont donc pas pu être formés pour ces problèmes-là et ils n'ont pas pu agir de façon correcte quand il y a eu des incidents. On peut le rapprocher de Rio-Paris puisque, en effet, depuis l'accident du Rio-Paris, les pilotes d'Air France sont beaucoup mieux formés de façon beaucoup plus régulière sur notamment les questions de décrochage et les questions de problèmes d'altitude et de vitesse qu'ils pourraient rencontrer. On a également mis en place des procédures automatisées grâce à de nouveaux cockpits, à de nouveaux logiciels. Et tout ça, encore une fois, est certifié. J'entends ce que vous dites, j'ai quand même une question sur la certification, parce qu'il me semble que le régulateur américain, par exemple de l'aviation civile, a autorisé à nouveau Boeing à certifier certains de ses 737 MAX, et ça, c'est pas arrivé depuis 2019 parce qu'il y avait eu 2 gros accidents mortels. Est-ce que c'est normal qu'une compagnie puisse auto-certifier finalement ces avions? C'est ça qui se passe là, si je comprends bien. Alors, ils ont été autorisés à reproduire des avions, mais la FAA doit toujours donner la validation finale. Ce qui se passe, c'est que pendant un temps, ils n'ont pas eu le droit de fabriquer leurs avions sans que la FAA vienne vérifier chaque appareil. Là, ils ont pu de nouveau relancer la production à plus large échelle. Évidemment, en ce qui concerne Boeing et la FAA, il y a eu un vrai problème puisque la FAA a beaucoup trop fait confiance à Boeing, puisque la majorité des avions qui sont certifiés aux États-Unis sont des avions américains, sont des avions fabriqués par Boeing, et Boeing a eu une sorte d'autorisation un peu, élargie pour décider de certaines procédures. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre sur ces questions-là. Après, encore une fois, il faut un peu différencier la question de Boeing et la question d'Airbus, parce que Boeing a menti. Boeing a menti sur son avion. Elle a menti à la FAA, elle a menti aux compagnies et elle a menti aux pilotes. On n'est pas dans le même cas là. Mais il est intéressant de souligner, j'aimerais votre sentiment là-dessus, Corinne Soulas, que quand on dit la sécurité, c'est la problématique et le questionnement et la priorité numéro 1 de toutes les compagnies aériennes aujourd'hui, et pas seulement en France, dans le monde. Quand vous voyez comment cela évolue, j'imagine que vous n'y êtes pas forcément indifférente, même si vous n'êtes pas une spécialiste sur la technique de tout ça. Est-ce que vous vous dites que quand même les choses évoluent dans le bon sens, qu'elles changent, la question de la formation dont nous parlait Caroline Bruno à l'instant notamment? C'est important et c'est indéniable que les choses soient mises en place. Si un accident arrive et qu'on n'en tire pas les conclusions positives, je veux dire, c'est une deuxième mort assurée pour les 228 victimes. Donc c'est important qu'il y ait que l'expérience malheureuse qui a été celle du 1er juin, on en tire des conséquences qui permettent justement de voler avec une meilleure sécurité. La présidente de votre association disait ce matin, ça va être David contre Goliath, ce procès en appel. Oui. Est-ce que vous partagez ce sentiment et pourquoi? Un petit peu. On a 2 mastodontes en face de nous, une petite association, peu maintenant de partie civile. C'est clair qu'il y a un enjeu financier qui est important et puis une notoriété qui est mise à mal aussi si jamais il y a une déclaration de culpabilité. Donc c'est David et Goliath, je suis un petit peu d'accord avec elle. Mais vous pensez cela parce que vous vous dites qu'ils ont plus de moyens pour se défendre ou parce que la justice peut être empêchée d'après vous? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière qui vous fait penser que c'est David contre Goliath? En fait, moi, je ne pense pas forcément à l'issue du procès. Là, je me suis mis des barrières pour ne pas penser ni positif ni négatif, pour ne pas être déçu une seconde fois. J'espère simplement qu'il y aura une conclusion positive à notre égard. Ça permettra donc d'honorer les personnes décédées d'une manière, j'allais dire, plus... je ne sais pas, je ne trouve pas le mot plus positif, d'honorer les morts, entre guillemets, qu'autrement, ils seront morts pour rien. Et ça, ce n'est pas normal.
C'est pas normal. Audrey, cette question de David contre Goliath, effectivement, ce sentiment qui vient d'être exprimé. Oui, et puis le sentiment de ne pas avoir été entendue, parce que la Cour, elle n'a pas rien dit, elle n'a pas relaxé comme ça. Elle a quand même soutenu qu'il y avait eu des imprudences, des négligences qui avaient été commises, même si, effectivement, aucun lien de causalité suffisant. Vous savez, c'est la force de la justice, c'est de dire, voilà, il faut que les faits soient avérés, il faut que les liens de causalité soient avérés sans qu'il y ait le moindre doute. Le moindre doute profite toujours à celui qui est mis en cause, en l'occurrence Airbus et Air France. Donc là, les magistrats ce sont les magistrats qui vont réfléchir à nouveau à savoir si ces imprudences et ces négligences, eh bien, elles sont tellement évidentes que ça aboutit à ce dramatique incident, ou de nouveau que la justice va considérer que, finalement, ça n'est pas suffisant pour condamner ces deux gros mastodontes, comme vous dites. Donc, la problématique, c'est aussi la reconnaissance. La justice a plein de panels, en fait, un éventail énorme de possibilités pour qu'il y ait quand même la reconnaissance de ces victimes. Et comme vous le disiez, vous vous battez pour votre fille, pour la mémoire de votre fille. Et donc, la justice a la possibilité, peut-être, d'adapter son jugement pour qu'il y ait cette reconnaissance-là et permettre aux familles d'avancer et de faire leur deuil. On a quand même du mal à comprendre qu'on soit responsable et pas coupable. Oui, c'est difficile, oui. C'est une... Et avant vous, il y a eu le sang contaminé avec ces victimes aussi, ces familles de victimes qui n'ont jamais compris effectivement cette notion de responsable mais pas coupable. On n'arrive pas à dissocier les deux mots entre eux. Bien sûr. Si cela est réitéré en appel, Corinne Soulas, est-ce que vous envisagez avec l'association d'aller jusqu'en cassation, ou est-ce que pour l'instant c'est trop tôt ? On n'en a pas parlé pour le moment, donc je sais que c'est une possibilité, mais chaque chose en son temps, et ça fait déjà 16 ans qu'on est meurtri. Je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être s'arrêter parce que ça ne sert à rien, quoi. Merci infiniment d'avoir témoigné dans le 11-13 de France Info. Merci.